La naissance du fleuve. Une vieille femme trouva un jour un petit veau. Elle le recueillit et le nourrit. Le veau grandit et devint un énorme taureau. Un boucher proposa alors à la vieille femme de lui acheter l'animal. « Il n'est pas à vendre, déclara-t-elle. Mécontent, il se rendit chez le roi. « Ô grand roi, lui dit-il, une de mes voisines possède un taureau si beau que toi seul, grand roi, peux prétendre à le manger. » Le roi donna l'ordre à 5 serviteurs d'accompagner le boucher et de ramener rapidement l'animal. Arrivés chez la vieille femme, les 6 hommes dirent à celle-ci : « Le roi nous envoie pour prendre ton taureau. »« Je ne puis m'y opposer, c'est la volonté royale, » répondit-elle. « Prenez-le donc. » Les 6 hommes s'approchèrent du piquet auquel était attaché le taureau. Lorsqu'il les aperçut, l'animal baissa la tête et, corne en avant, les chargea. Les hommes reculèrent, effrayés. « Dis à ton taureau de se calmer, » supplièrent-ils. La vieille femme parla à l'animal, qui se laissa passer la corde autour du cou. Il fut emmené. De retour chez le roi, les 6 hommes obligèrent le taureau à se coucher sur le flanc. Ils lui lièrent les pattes afin de l'empêcher de se débattre. Puis, le boucher prit son couteau pour l'égorger. Mais le couteau, pourtant très aiguisé, n'entama même pas la peau de l'animal. Le taureau possédait le pouvoir de résister aux métaux les plus tranchants. Furieux, le boucher demanda aux hommes qui l'avaient accompagné d'aller chercher la vieille femme. « Dis à ton taureau de se laisser égorger, autrement le roi te punira, » conseilla-t-il à la femme dès qu'elle fut arrivée. Elle s'approcha de l'animal et lui parla encore une fois. Le boucher parvint alors à égorger le taureau. Il l'écorcha ensuite, le dépeça et apporta toute la viande au roi, qui lui ordonna de remettre la graisse de l'animal à la vieille femme. Cette dernière la mit dans un panier qu'elle emporta. Arrivée chez elle, elle n'eut pas le courage d'utiliser cette graisse. Elle s'était tant attachée au taureau qu'elle ne put se résoudre à en manger le moindre morceau. La vieille femme n'avait pas d'enfant. Elle vivait seule et devait faire elle-même son ménage malgré son âge avancé. Or, depuis la mort de son taureau, chaque fois qu'il lui arrivait de s'absenter, la vieille femme retrouvait sa case balayée. Intriguée, elle voulut savoir qui lui rendait ainsi service. Un matin, elle sortit et se cacha non loin de sa case pour observer ce qui se passerait. Au bout d'un moment, elle entendit du bruit. Elle approcha lentement de l'entrée de sa case et fit brusquement irruption à l'intérieur. Elle se trouva nez à nez avec une jeune fille. Surprise, celle-ci tenta de rejoindre le panier contenant la graisse de taureau. Mais la vieille femme l'en empêcha. « Que fais-tu donc dans ma case ?» lui demanda-t-elle. « Je nettoie, » répondit la jeune fille. « Mais laisse-moi rejoindre le panier. »« Non, » dit la femme. Elle saisit le panier et s'aperçut qu'il était vide. Elle comprit alors que la graisse du taureau s'était transformée en jeune fille. Afin que cette dernière conserve son apparence, la vieille femme détruisit le panier et elle adopta la jeune fille qui vécut près d'elle. Quelques semaines plus tard, un marchand s'arrêta près de leur case pour demander à boire. La vieille femme était sortie. Ce fut la jeune fille qui lui offrit de l'eau. L'homme fut si bouleversé par sa beauté qu'il avala son eau avec difficulté. Sans attendre, il se rendit chez le roi et lui parla de l'existence de la jeune fille. Celui-ci envoya quelqu'un pour la chercher. Elle se présenta devant le roi en compagnie de la vieille femme. « Ta fille est très belle, » dit le roi. « Je veux l'épouser. »« J'accepte, » dit la femme, « mais à condition que tu veilles à ce qu'elle ne sorte pas aux heures chaudes de la journée
et qu'elle ne s'approche jamais d'un feu, car elle fondrait alors comme de la graisse. C'est promis, répondit le roi. Le roi avait plusieurs femmes et épousa la jeune fille sans tarder. Très vite, elle devint sa préférée. Et cela contraria beaucoup l'ancienne favorite qui dut rejoindre les femmes ordinaires. Aussi, jura-t-elle de se venger. Plusieurs mois passèrent et le roi partit seul en voyage. L'ancienne favorite attendait ce moment depuis longtemps. Elle profita du départ du roi pour parler aux autres femmes ordinaires. Elle le fit si bien qu'elle parvint à les rendre très jalouses de la favorite. Elle suggéra ensuite d'aller lui rendre visite. « Tu ne travailles jamais, et notre mari t'offre toujours les plus beaux bijoux, déclarèrent-elles à la favorite. Si tu ne fais pas griller immédiatement les graines de sésame que voici, nous te tuerons. La favorite fut contrainte d'obéir. Elle fit du feu et commença à travailler. Mais à mesure que grillait le sésame, son corps fondait. Très vite, elle ne fut plus qu'un liquide huileux qui finit par donner naissance à un grand fleuve. À son retour, le roi fut surpris de ne pas retrouver sa femme préférée. « Où est-elle donc » demanda-t-il. « Elle a voulu cuisiner » répondit l'ancienne favorite. « Et son corps a fondu, donnant naissance au fleuve que tu peux apercevoir non loin d'ici. » La nouvelle attrista le roi. Il courut vers le fleuve, suivi par son ancienne favorite. Arrivé près du cours d'eau, il prit la forme d'un hippopotame. Puis, il se précipita dans le fleuve à la recherche de sa bien-aimée. L'ancienne favorite, qui aimait toujours le roi d'un amour profond, ne put se résoudre à le perdre. Elle se transforma en caïman et se jeta à l'eau pour pouvoir rester près de lui. Depuis, Caïman et Hippopotame ont toujours vécu ensemble dans le fleuve. Mais vous remarquerez une certaine inimitié entre ces animaux, car le roi n'a jamais pardonné à son ancienne favorite d'avoir fait fondre sa préférée. Le chant du génie. Non loin du fleuve, se trouvait un terrain que personne n'avait jamais osé défricher, car on disait qu'il appartenait à un génie. Un matin, un homme décida de mettre ce terrain en valeur. On lui conseilla de renoncer à son projet, mais il refusa. Il partit donc avec ses outils. Arrivé sur le terrain, il commença à travailler. « Qui défriche ainsi mon terrain ?» interrogea la voix d'un génie qui restait invisible. « Moi, répondit l'homme, je voudrais faire un champ à cet endroit. »« À qui as-tu demandé l'autorisation ?»« À personne, dit l'homme. » Le génie fit alors apparaître 100 personnes qui aidèrent le paysan. Et en fin de journée, le terrain était entièrement défriché. L'homme rentra dans son village et ne parla à personne de ce qui s'était passé. Quelques jours plus tard, il retourna sur le terrain et mit en tas toutes les broussailles qui avaient été arrachées. « Qui va là ?» demanda le génie. « C'est moi, » dit le paysan. « Que viens-tu faire encore ici ?» « Poursuivre le travail et brûler tout ce que nous avons arraché. » Le génie envoya ces personnes et tout fut brûlé en quelques heures. L'homme rentra ensuite chez lui et attendit la saison de l'hivernage. Dès les premières pluies, il retourna sur le terrain afin de l'ensemencer. « Qui ose fouler mon champ ?» demanda le génie. « Moi, » répondit le paysan. « Encore toi ?» « Oui, je vais semer du mil, » déclara l'homme. Le génie fit à nouveau apparaître ces 100 personnes pour l'aider, et le champ, qui était très étendu,
fut rapidement ensemencé. Le mil poussa. Vint le moment où il fallut le protéger des oiseaux. Armé de sa fronde, le paysan lança des pierres et poussa des cris pour effrayer les pillards. « Que se passe-t-il » demanda le génie. « Rien, dit l'homme, rien du tout. Je fais de mon mieux pour éloigner les oiseaux. » Chaque jour, le paysan travaillait seul en attendant que le mil parvint à maturité. Au bout d'une semaine, il tomba malade. Sa maladie n'était pas très grave, mais elle l'empêchait de se rendre jusqu'au champ. Aussi, décida-t-il d'y envoyer son jeune fils. « Aujourd'hui, tu vas me remplacer, dit-il à l'enfant. Fais de ton mieux pour éloigner les oiseaux et tâche de ne pas toucher aux tiges de mil. » Oui, répondit l'enfant. Si quelqu'un te demande qui tu es, réponds que tu es mon fils, ajouta le père. L'enfant partit sans attendre. Arrivé dans le champ, il cassa une tige de mil et en suça la sève. Elle était sucrée et il se régala. « Qui est là ?» demanda soudain le génie. « Je suis le fils du paysan, » expliqua l'enfant. « Mon père est malade et il m'a envoyé ici pour le remplacer. »« Que fais-tu » ? Eh bien, je suce la sève d'une tige de mil, répondit l'enfant. Le génie fit alors apparaître ses 100 personnes. « Le fils du paysan a cassé une tige de mil, leur dit-il. Et il est en train d'en sucer la sève. Aidez-le donc, aidez-le » Les 100 personnes obéirent. Elles étaient très gourmandes, et en quelques heures, il ne resta plus rien dans le champ. Quand l'homme apprit la nouvelle, il regretta de ne pas avoir écouté les paroles des anciens, qui lui avaient conseillé de ne pas cultiver le champ du génie. La traversée du fleuve. 3 hommes cheminaient à travers la brousse. Ils se dirigeaient vers le fleuve qu'ils comptaient traverser avant la nuit. Le premier portait un sabre, le second un arc et des flèches. Le troisième n'était pas armé. C'était un homme humble qui portait autour de la tête un long turban de couleur blanche. Arrivés au bord du fleuve, les 3 hommes furent surpris par sa largeur. « Comment allons-nous parvenir à le franchir ?» interrogea l'un d'eux. « Que chacun fasse de son mieux, » déclara celui qui portait le sabre. « Retrouvons-nous sur l'autre rive. » Il s'approcha alors de l'eau, leva ses bras musclés et frappa le fleuve avec son arme. Les eaux s'entr'ouvrirent et il traversa rapidement, cependant que le passage se refermait derrière lui. Arrivé sur la rive opposée, il se retourna et interpella ses compagnons. « Faites comme moi, » leur dit-il. Le deuxième homme prit son arc et visa un arbre au-delà du fleuve. Il était très adroit et il y planta une flèche du premier coup. Puis, il tira rapidement toutes celles que contenait son carquois. Les flèches s'enfilèrent les unes dans les autres et finirent par constituer un pont fragile au-dessus du fleuve. L'homme l'emprunta et put ainsi traverser à son tour. « Fais comme nous !» crièrent les 2 premiers hommes à leurs compagnons qui se trouvaient toujours de l'autre côté du fleuve. Le troisième homme roula lentement son turban. Il fit un nœud coulant et lança le turban qui alla s'accrocher à un arbre sur la rive opposée. Et il traversa lui aussi. Les 3 hommes étaient à nouveau réunis. Ils échangèrent alors un sourire sans rien dire avant de se séparer. La vie n'est-elle pas un fleuve que chacun traverse à sa façon ? Le prince et le caïman. À la mort de son père, un prince fut évincé du pouvoir par son frère cadet qui le fit emprisonner. Mais il réussit à s'échapper grâce à la complicité de son griot.
Les deux hommes prirent la fuite ensemble, n'emportant avec eux qu'une outre remplie d'eau et le chien du prince. Ils marchèrent près d'une semaine avant d'arriver dans un village où l'hospitalité leur fut accordée. Le chef du village organisa une fête en leur honneur et pria ses filles de tenir compagnie à ses hôtes. Après avoir dîné, les jeunes filles quittèrent la case occupée par le prince. L'une d'elles oublia son collier d'or. Durant le sommeil du prince, une autruche pénétra dans la case et avala le collier. Le lendemain matin, les jeunes filles vinrent réveiller le prince de bonne heure. « Hier soir, dit l'une d'elles, j'ai oublié mon collier dans ta case. »« Je n'ai rien vu, déclara le prince. »« Où l'as-tu caché ?» demandèrent les jeunes filles. Comme le prince ne répondait pas, elles fouillèrent sa case, mais en vain. Furieuse, celle qui avait perdu son collier alla en parler à son père. « Es-tu sûr que ce soit lui qui l'ait volé ?» demanda le chef. « Oui, père, répondit-elle. Je suis la dernière à être sortie de sa case hier soir. »« Ma fille, il est difficile d'accuser quelqu'un sans véritable preuve. » Durant ce temps, le prince examinait le sol. Il y découvrit les empreintes des pattes de l'autruche. Il se rendit alors chez le chef du village. « Je souhaiterais acheter ton autruche, lui dit-il. « Elle n'est pas à vendre, répondit le chef. « Mais que veux-tu faire de cette autruche ?»« La tuer, dit le prince. « La tuer? Et pourquoi ?»« Pour permettre à ta fille de retrouver son collier, expliqua le prince. L'oiseau fut mis à mort. Dans son estomac, les serviteurs du chef retrouvèrent le collier d'or. « Ta fille mérite punition, car elle m'a accusé à tort de lui avoir volé son collier, dit le prince. Oui, oui, répondit le père. Reviens me voir en fin d'après-midi, et je lui infligerai la punition de ton choix. Le prince accepta, mais le griot n'était pas de cet avis. Il ne nous arrivera rien de bon si tu fais punir la jeune fille, dit-il au prince. Il est préférable d'oublier. Le prince écouta les conseils de son griot, et tous deux reprirent la route sans attendre. Ils marchèrent longtemps dans la brousse. L'eau à boire vint à leur manquer. Épuisé, le griot refusa de continuer et s'allongea à l'ombre d'un grand arbre. « Attends-moi ici avec le chien, lui dit le prince. Je vais aller chercher de quoi boire. » Et il partit avec l'autre. 1 heure plus tard, il arriva près d'une mare où un génie était en train de se baigner. Le génie le regarda fixement et des flammes jaillirent de son corps. Le prince ne parut pas impressionné. Alors, le génie grandit et se transforma en un géant hideux. Le prince resta impassible. « Où veux-tu en venir ?» demanda-t-il au génie. « Je voulais voir si tu étais courageux, » répondit celui-ci. « Comme tu es brave, je vais te faire un cadeau. » Et le génie lui donna un fusil. « Merci, dit le prince. »« Avec ce fusil, il te suffira de tirer en l'air pour tuer tes adversaires, » déclara le génie. Après avoir rempli son outre d'eau, le prince décida d'essayer le fusil. Il tira en l'air et le génie mourut. Il rejoignit ensuite son griot qui, las d'attendre, s'était mis à chanter les louanges de son jeune maître. Le prince lui donna à boire et lui raconta ce qui s'était passé. « Avec ce fusil, ajouta-t-il, je suis invincible car nul autre que moi ne possède une arme aussi merveilleuse. » Les deux hommes s'accordèrent une nuit de repos et repartirent de bonne heure le lendemain matin. Au bout de 15 jours, ils arrivèrent dans une petite capitale située au bord d'un large fleuve. Depuis près d'1 an, personne n'y avait bu d'eau fraîche, car un caïman féroce empêchait les habitants de s'approcher du cours d'eau. Chaque année, une jeune fille parée de ses plus beaux bijoux lui était sacrifiée. En échange, le caïman permettait aux habitants de faire provision d'eau pour 1 an. Le soir où le prince et son griot pénétrèrent dans cette étrange capitale,
Une grande animation régnait dans la ville. Ils demandèrent l'hospitalité à un homme qui accepta de les loger dans sa case. « J'ai très soif, » déclara le prince. « Tu devras attendre demain pour te désaltérer, » dit l'homme. « Mais pourquoi ?» interrogea le prince. L'homme lui expliqua qu'il n'y avait plus d'eau, car toute la ville subissait la tyrannie d'un caïman. « Demain, une jeune fille sera sacrifiée et nous pourrons faire provision d'eau pour 1 an, » ajouta le vieillard. « Tu as dû apercevoir les préparatifs de la fête dans toute la ville. »« Montre-moi le chemin du fleuve, » dit le prince. « Non, » supplia l'homme, « c'est trop dangereux. » Le prince et son griot étaient tellement assoiffés qu'ils maltraitèrent l'homme pour l'obliger à les conduire jusqu'au fleuve. Dès qu'ils aperçurent le cours d'eau, l'homme refusa de faire un pas de plus et retourna chez lui en courant. Le prince prépara son fusil pendant que le griot s'approchait du fleuve pour remplir l'outre. Dès qu'il eut plongé dans l'eau, une voix caverneuse se fit entendre. C'était le caïman. « Qui ose puiser mon eau ?» demanda l'animal. « Moi !» répondit le griot, « car j'ai très soif. »« Qui es-tu ?»« Un étranger. »« Nul n'a le droit d'enfreindre mes lois, » hurla le caïman avec colère. Il s'approcha lentement de la berge. Il ouvrit ses énormes mâchoires et cracha des flammes rouges qui terrorisèrent le griot. « Ne m'abandonne pas !» dit-il au prince. Alors, celui-ci tira et le caïman mourut. Toujours tremblant, le griot ne parvint qu'avec difficulté à remplir l'outre. Pendant ce temps, le prince traînait au sec le corps de l'animal. Puis il attacha son chien près du caïman pour qu'il le garde. L'homme qui les avait accompagnés jusqu'au fleuve fut surpris de revoir le prince et son griot. « Comment êtes-vous parvenu à échapper au caïman ?» demanda-t-il. « Il est des questions qui doivent rester sans réponse, » dit le prince. Et l'homme n'insista pas. Le lendemain, le roi, suivi de ses ministres et de toute la population de la capitale, s'approchait lentement du fleuve pour remettre sa propre fille au caïman. Il aperçut soudain la dépouille de l'animal gardée par un chien. Surpris, il donna l'ordre à tout le monde de s'arrêter et de faire silence. « Je vous annonce la mort du caïman !» s'écria le roi en souriant. À cette nouvelle, tout le monde se précipita dans l'eau du fleuve. Puis, le roi voulut savoir qui avait tué le caïman. « J'accorderai tout ce qu'il vaudra à celui qui a réussi à nous débarrasser de ce maudit animal, » déclara-t-il. 3 hommes prétendirent avoir tué le caïman. Le roi réfléchit un moment avant de leur dire « Le valeureux chasseur qui a tué le caïman a laissé son chien pour en garder la dépouille. Je veux donc savoir à qui appartient ce chien. » Chacun des 3 hommes déclarèrent en être le propriétaire. Le roi leur ordonna de s'approcher de l'animal pour le caresser. Le chien les mordit tous, en aboyant furieusement. « Vous mentez !» dit le roi. « Un chien ne mord pas son maître. » L'homme qui avait hébergé le prince et son griot s'avança alors. « Est-ce toi qui as tué le caïman ?» lui demanda le roi. « Non, mais je connais celui qui l'a tué. »« Où est-il » demanda le roi. « Il dort dans ma case. » Le roi envoya 2 soldats avec ordre de ramener rapidement l'homme. Lorsque le prince fut devant lui, le roi lui dit « C'est donc toi qui as tué le caïman ?»« Oui, » dit le prince, qui était pieds nus. « Peux-tu le prouver ?»« Oui, le chien qui garde la dépouille de l'animal m'appartient. » Le prince s'approcha de son chien et le caressa avant de le détacher. Puis il retourna le caïman. Une paire de chaussures se trouvait sous le corps de l'animal. Il les ramassa et se chaussa.
Cet homme est bien le valeureux chasseur qui a tué le caïman, déclara le roi devant la foule. Je lui demandai une preuve, il m'en a fourni deux. Tout le monde acclama longuement le prince. Que souhaites-tu en guise de récompense demanda enfin le roi. La main d'une de tes filles, répondit le prince. Je n'en ai qu'une, dit le roi, mais je te l'accorde avec plaisir. Le mariage fut célébré avec faste. Le roi n'avait pas de fils. Avant de mourir, il désigna son gendre comme héritier. Dès qu'il fut sur le trône, celui-ci leva une armée, et il partit en guerre pour récupérer le trône que son frère cadet lui avait usurpé quelques années plus tôt. Avec l'aide du fusil du génie, la bataille contre le frère fut rapidement gagnée. Le pays fut donc pacifié. Les descendants du prince gardèrent le fusil du génie. Depuis lors, ils tirent en l'air pour célébrer la victoire de leur aïeul. De nos jours encore, on peut l'entendre ce coup de fusil. C'est le tonnerre qui gronde dans le ciel.